pas moins en utilisant des outils technologiques. On fait mieux. Et ça, c'est important de le savoir. On va compenser des difficultés. Je vais vous parler du coup de l'ordinateur Fuseau, de l'outil qui se nomme Troubadour, qui est fait par Nanomonks, Lexibar, qui est un outil d'aide en lecture-écriture, Alec Edu, et Babao, qui va travailler sur les fonctions exécutives. Ce qui est très chouette aussi avec le fuseau, c'est que, ne soyez pas surpris, voilà. Alors, c'est un outil qui se plie en deux. L'enfant peut tenir son outil comme ça, un peu à la manière d'une tablette, pour aller prendre une photo de son travail et ensuite l'insérer dans son OneNote, dans son cartable numérique. C'est même possible d'en extraire le texte si par la suite l'image, et je dis ça parce que le Lexibar en fait ne pourra pas lire une image, mais on doit vraiment avoir une reconnaissance optique de caractère. Et donc on peut extraire l'image de la photo qu'on a prise et ensuite travailler avec la synthèse vocale ou travailler avec l'ajout de boîtes de texte, par exemple, et l'utilisation des prédicteurs de mots de Lexibar pour venir écrire et travailler à l'ordinateur ce que l'enseignant aurait prévu comme activité de groupe plutôt papier-crayon. Mon objectif n'est pas seulement de vous donner des clés de compréhension, mais aussi de vous transmettre des pistes concrètes et bienveillantes pour accompagner chaque enfant avec confiance. Il est important de savoir que la différence n'est pas un défaut, c'est une façon d'exister, d'où le fait de comprendre, de soutenir et de valoriser. Le TDAH, nous en parlons beaucoup, souvent à tort et à travers. Certains le banalisent, d'autres en ont peur. Pourtant, derrière ces lettres, il y a de vrais enfants avec des besoins, des forces et des émotions. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de déconstruire les mythes les plus fréquents. Tout à fait. Je poursuis. Donc, les objectifs de cette conférence sont simples, hein. On a essayé de cibler le mieux possible. Donc, dans un premier temps, sensibiliser, comprendre, repérer et surtout essayer d'outiller les parents et les enseignants qui nous regardent. Tout à fait, on va essayer d'outiller les parents, mais également les enseignants. Comme je disais, on peut faire papier-crayon, mais Julie, tu me confirmes que en fait, un des intérêts de ça, c'est je vais avoir une grande quantité de données qui vont apparaître. Et donc, Oui, voilà, puis aussi, je pense que là, ce jeu-là, la progression, on va éventuellement travailler dessus, mais si Charles, tu vas sur, par exemple, va en arrière, et puis va plutôt sur mots identiques. Parce que là, dans mots d'accord. identiques, il y a une progression qui est super intéressante au niveau des mots qui sont présentés. Parce que ici, on a toujours donc une progression sur 3 niveaux. Interaction sociale, dérégulation émotionnelle. Ces jeunes sont souvent traversés par des émotions plus ou moins intenses qu'ils ont du mal à identifier et à réguler. C'est souvent des montagnes russes. Et d'ailleurs, ils me renseignent souvent le fait de manquer de maîtrise, de perdre le contrôle avant des évaluations ou perdre le contrôle dans des situations. Bref, des débordements émotionnels. Et ça peut effectivement les amener à de l'impulsivité dans leurs pensées, dans leur verbal, dans leur comportement et parfois de manière inadaptée, voire surdimensionnée. Qui viennent en consultation avec un petit bout de 6-7 ans, je leur explique bien que de toute façon, c'est tout à fait normal qu'à cet âge-là, il y ait parfois des difficultés dans certains domaines. La question à se poser, c'est est-ce que c'est difficile parce que il est un petit peu jeune et que ça va venir plus tard, ou est-ce que par rapport à un enfant du même âge, c'est plus difficile ou il est plus en difficulté? Et c'est ça qui va faire que peut-être il va falloir les booster un petit peu, ces fonctions exécutives. Alors, initialement, on a Miyaki et son équipe qui ont déterminé 3 fonctions exécutives de base. Si j'avais dû répondre à combien de voitures sont passées depuis la dernière minute, en fait, je ne le saurais pas. Je sais qu'il y a des voitures, mais je ne les compte pas. Là, c'est la même chose quand on demande à un élève d'avoir une cible attentionnelle. S'il est en classe ou à la maison et que sa cible attentionnelle, c'est sa partie de Fortnite qui va arriver, ses notifs sur son téléphone ou bien sur sa tablette parce qu'il est sur école directe, ou ses copains qui lui disent allez, vas-y, dépêche, on t'attend, on est tous en ligne, on est en train de jouer sur Roblox et on t'attend, ben forcément, la cible attentionnelle n'est pas la bonne. Le cerveau ne va pas traiter l'information dans le cahier de maths. Il va traiter prioritairement l'information sur laquelle il a posé sa cible attentionnelle. Son téléphone, sa tablette ou bien son esprit qui vagabonde. Donc ça, c'est hyper important à avoir en tête.
pour aider un enfant à réussir, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment important de comprendre pourquoi ces outils sont pertinents. Donc, on va aller essayer de comprendre ce processus d'apprentissage qui va nous permettre non seulement de mieux accompagner les enfants, mais aussi de choisir du coup les stratégies qui sont adaptées à ses besoins. Donc aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait mieux identifier les conditions qui favorisent réellement les apprentissages. Donc, un enfant qui a une dyslexie et chez qui l'identification des mots n'est pas automatisée va peiner à relire son discours écrit et à ce que cette relecture lui permette vraiment de mettre en évidence des erreurs ou des incohérences. Ce qui nous mène à une autre difficulté qu'on peut voir, c'est que on note qu'il y a moins de révision et moins d'autocorrection. Soit parce que la relecture, comme on l'a dit, est difficile, soit parce qu'il ne repère pas les erreurs, soit parce qu'il n'a plus de jus, il n'a plus de ressources en fait pour corriger après avoir écrit. Ça, c'est surtout si la révision se fait immédiatement à la suite de l'écriture du texte. Utilisés indépendamment, mais ensemble, ils vont vraiment former une véritable méthode de travail structurée et cohérente. Donc voilà, et donc tout à l'heure, je parlais du centre que l'INSEE vient d'expliquer. On s'est surtout axé sur le cadre de travail qui est d'abord très important et qui est un peu la base avant de vouloir aller plus loin dans la méthode de travail. Et ça, il y a beaucoup de jeunes qui l'oublient ou même parfois en tant que parents. On dit méthode de travail, c'est directement mémoriser, étudier, synthèse. Mais avant ça, il y a un travail à faire. Et là, on va vous présenter les 5 étapes qui sont à l'extérieur de la roue. Donc, l'étape 1, on va commencer par la lecture active. C'est quoi lire son cours de manière active. L'étape 2, c'est la compréhension, qui est une étape plus importante. Il faut prendre le temps de comprendre le cours. L'étape 3, c'est la mémorisation. L'étape 4, ce sera la réflexion. Et l'étape 5, c'est la vérification des connaissances. Lorsqu'on entend le mot inclusion, quelle est la première image ou idée qui vous vient à l'esprit? Ici, on va essayer de penser ensemble à une inclusion au sein de l'université. Parce que nous avons déjà entendu par le mot inclusion et le monde a déjà traversé des hauts et des bas pour vraiment bâtir des écoles inclusives, des écoles intégratrices ou bien des écoles spécialisées. Mais maintenant, nous sommes en train de bâtir et d'aller plus loin. Nous sommes en train d'ouvrir des opportunités et des horizons vers une inclusion universitaire. Ça veut dire à un niveau qui est assez élevé. Donc, je vous laisse la parole maintenant. J'ai envie de partager avec vous, mais quand même, j'ai envie de vous entendre. On va avoir Orthographo qui propose des exercices ludiques de dictée, d'entraînement à l'orthographe adaptés aux enfants en difficulté. On a le projet Voltaire, qui est une application très populaire pour réviser la grammaire et l'orthographe à tous les niveaux, avec un parcours personnalisé et des rappels réguliers. On a Mots sans mots, qui est axé sur la reconnaissance et la mémorisation du vocabulaire, permettant une consolidation des acquis lexicaux de façon interactive. Et enfin, on a des sites comme Dictali ou Français Réussite qui offrent des ressources complémentaires comme des dictées en ligne et des parcours organisés autour des principales difficultés orthographiques. Concrètement, pour donner le bon cap, on a vu qu'il y avait toutes les questions possibles, mais il faut aussi savoir poser les bonnes questions au bon moment. Donc, vous allez avoir transmis cette loupe qui permet pendant les devoirs, sous forme de cadran à tourner, donc vous pouvez la découper, la plastifier et avec une attache parisienne la construire. Et pendant les devoirs, vous pouvez l'utiliser pour sélectionner tout le processus de la consigne. Pour bien placer les choses, je leur demande de savoir le nom des dizaines, des unités, reconnaître l'emplacement, savoir le représenter, vraiment une chose à la fois. Puis, une autre chose que j'ai créée, c'est l'application Blips pour travailler justement la complexité des nombres, savoir les représenter, mais savoir les lire aussi. Puis là, j'ai envie de vous la montrer un petit peu. J'ai fait vraiment de manière micro-graduée, de la même manière que Bloops, vraiment l'apprentissage des nombres de 0 à 5, de 0 à 10. À se focaliser sur la sphère disciplinaire, les leçons, les résultats, les notes. Et en réalité, c'est pas là que ça coince le plus souvent. C'est pas que l'enfant ne veut pas apprendre, c'est pas qu'il est feignant ou que il provoque pour pas faire. C'est juste que il n'est pas disponible pour apprendre à ce moment-là. Et cette disponibilité, elle se joue
le plus souvent dans les deux autres sphères. D'une part, dans la sphère affective, quand il arrive avec des émotions sur sa journée, une peur de se tromper, une peur de décevoir. Alors, on va commencer avec un tour de table hein, dans cette table ronde pour que chacun puisse se nommer, dire son prénom, dire dans le pays dans lequel il pratique. Sabrina Bayard. Merci à toi, Eugénie, pour cette initiative qui nous réunit et nous permet de réfléchir ensemble aux enjeux essentiels de l'orthopédagogie en France pour, au-delà de faire reconnaître, mais faire connaître l'orthopédagogie. Notre métier en France est encore jeune, encore novateur et il demande d'expliquer et de rassurer. Mais est-ce que le métier est vraiment reconnu et est-ce que vous avez une entrée qui est facile ou c'est plutôt par arrangement ou je dirais entente entre l'orthopédagogue et la personne de l'école? Ou est-ce que c'est structuré? Oui, au Liban, lorsque je pratique avec des élèves ayant des difficultés d'apprentissage, surtout dans les écoles, euh, nous sommes supervisés, ok? Donc, c'est pas une pratique privée. Et on peut faire des bilans, mais les bilans sont faits ou bien sont faits en pratique privée. Dans notre pratique, dans des écoles, on veut faire un soutien pour l'élève. Perrine, parle-nous Oui. de la Belgique. Dans quel milieu on va retrouver l'orthopédagogue? Alors, en Belgique, il faut savoir qu'il y a la reconnaissance de l'orthopédagogie clinique, qui est un master à part entière depuis seulement quelques années. Donc, l'orthopédagogie est malheureusement pas encore assez déployée dans le quotidien. C'est-à-dire que la majorité des personnes qui ont été spécialisées en orthopédagogie, dont moi, sont en fait retournées sur le terrain d'origine. Donc, souvent des enseignants qui ont fait cette spécialisation retournent dans les écoles avec cette formation en plus. Maintenant, avec le master en orthopédagogie clinique, il y a donc la possibilité de pouvoir travailler en indépendante avec un cabinet. Ce qui est nouveau, en tout cas, là, en Belgique depuis quelques années, et la présence, en tout cas, de l'orthopédagogie, c'est dans les pôles territoriaux, notamment Marine Gressy, qui est avec vous tout à l'heure, qui a fait une intervention avec l'INSEE. Marie travaille notamment dans un pôle territorial. Donc, en quelques mots, les pôles territoriaux, ce sont des structures qui viennent accompagner les enseignants, les équipes éducatives dans la mise en place d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques. Noémie disait que on était un peu un maillon entre un espace santé et un espace éducation école. Et c'est vrai que, par exemple, au Belgique, les orthopédagogues, ils sont en santé. Au Québec, c'est les sciences de l'éducation, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des petites tendances et des petites, voilà, des petits regards vers le côté, l'aspect santé aussi, notamment en ce qui concerne les orthopédagogues en libéral. Et le travail d'orthopédagogue en France s'inscrit finalement dans la partie beaucoup plus sciences de l'éducation aujourd'hui, et que la partie santé, les résistances étant quand même relativement importantes, le déploiement se ferait plutôt dans ce domaine, dans le domaine donc du ministère de l'Éducation nationale. Dit que l'orthopédagogue a une double expertise qui est à la fois dans les savoirs pédagogiques qui sont partagés avec les enseignantes et les enseignants, et à la fois dans les savoirs dits plus spécialisés qui sont partagés avec les orthophonistes, les psychologues, les neuropsychologues et compagnie. Donc vraiment, on met beaucoup de l'avant le fait que depuis sa naissance, en fait, depuis la naissance de la profession dans les années 60 au Québec, disons, il y a eu un balancier qui s'est fait aller. Hein. Il y a des années où la profession était très, très, très médicale, très centrée sur le médical. À d'autres moments, elle était beaucoup plus pédagogique. On voulait ramener l'orthopédagogue qui avait une tendance très médicale. On voulait la ramener davantage vers une tendance plus pédagogique. Et puis aujourd'hui, ben, on essaie de maintenir le balancier au centre dans un équilibre où l'orthopédagogue demeure le maillon ou le partenaire pivot entre le volet pédagogique et le volet spécialisé. Et j'aime bien nous inclure dans ce domaine-là, périmédical, c'est-à-dire qui tourne autour et qui justement représente encore bien cette notion de maillon entre, eh ben oui, on a le médical, on a le paramédical, et puis on a le périmédical dans lequel l'éducation va venir avoir sa place et sur lequel on peut retrouver notre identité. Alors, est-ce que il y aurait des défis peut-être que vous observez actuellement pour les élèves et pour la profession? Nos enseignants, qui sont souvent exceptionnels,
mais seuls ou avec des classes surchargées. Et le défi, par-delà, il va falloir qu'on ait des ressources là où il y a de la légitimité pour qu'ensuite on puisse avoir un vrai modèle RAI de réponse à l'intervention qui commence à arriver en France et où on va pouvoir intervenir à un deuxième, voire troisième niveau, certainement, hein, pour nous.